Bernard Friot, nous allons parler du salaire, mais partons de la question la plus élémentaire qui soit. Parfois, on lit, je crois même que Frédéric Lordon a dû employer une fois l'expression, mais vous vous êtes expliqué amplement depuis, le salariat, c'est l'esclavage. Et avec Bernard Friot, on est loin de l'abolition du salariat. Alors, comment s'est opéré chez vous cette réhabilitation du salaire, qui est chez vous salaire à la qualification personnelle et qui deviendra, dans les discussions animées, parfois contradictoires, la question du salaire à vie. Oui, qui est la formule populaire, disons, Populaire. de salaire à la qualification personnelle, et à laquelle je me rallie parce que, comme c'est sous ce titre-là que les choses sont popularisées, pourquoi pas. Euh, Dans le bouquin avec Lordon, hein, nous faisons l'un et l'autre un rapprochement, puisque lui, il récuse dans Figure du communisme, il récuse l'expression de salaire, il parle de garantie généralisée, des choses comme ça, parce qu'il estime que le mot salaire est trop connoté capitalisme. Et en débattant entre nous pour écrire le travail en jeu, pour écrire En travail, pardon, nous avons convenu que la façon dont je dis le salaire s'invente au XXe siècle, il n'y a pas de salaire au XIXe siècle, est tout à fait excessive. Certes, il n'y a pas d'institution du salaire au XIXe. Certes, le mot pratiquement n'existe pas dans la langue courante. On va parler de traitement pour les fonctionnaires, on va parler pour les ouvriers de paye, des choses comme ça. Mais dire qu'il n'y a pas de salaire au 19e, c'est tout à fait excessif. Marx a raison de désigner comme salaire le prix de la force de travail, sauf qu'il faut ajouter un salaire capitaliste ou communiste. Et c'est là-dessus qu'on s'est mis d'accord, Frédéric Lordon et moi. Le salaire capitaliste, c'est le prix de la force de travail, c'est-à-dire, prenons un autre exemple que celui de l'agriculteur ou du travailleur indépendant, qui est la forme, encore une fois, canonique de mise au travail dans le capitalisme. Vous avez ce que Claude Didry a très bien analysé dans l'institution du travail. Claude Didry, D-I-D-R-Y, qui est un collègue donc, du CNRS, qui est un sociologue du droit du travail depuis la fin du XVIIIe siècle, et qui montre comment le Code de 1910 subvertit les dispositifs du XIXe siècle, le Code du travail. Au XIXe siècle, à côté du travail indépendant, vous avez une autre forme de mise au travail, qui est un jeu à trois, qui s'appelle le contrat de louage d'ouvrage, et qui est mis en place dans l'esprit de la bourgeoisie capitaliste, disons, à la fin du XVIIIe, début XIXe. Ce contrat de louage d'ouvrage met en présence un donneur d'ordre, un capitaliste donneur d'ordre, qui achète de l'ouvrage fait à un sous-traitant, on dirait aujourd'hui, on dit à l'époque un marchandeur, parce qu'il va vendre donc cet ouvrage fait au donneur d'ordre, au capitaliste donneur d'ordre, toujours relation commerciale, hein, avec un conflit sur le tarif, hein, évidemment. Et puis, l'ouvrage, il est fait par des ouvriers, et eux, ils sont complètement hors radar. Hein. Autant il peut y avoir un débat public sur les tarifs, prenons le conflit des canuts lyonnais. Hein. Les canuts lyonnais, c'est des marchandeurs qui sont en conflit de tarifs avec les soyeux, qui, eux, sont des donneurs d'ordre, qui achètent soit un kilomètre de textile, soit une tonne de soie, enfin qu'importe, à un tarif qui va être éventuellement extrêmement conflictuel. Mais en revanche, ce que les ouvriers gagnent, alors ça, tout le monde s'en fout. Hein. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent de quoi être encore demain en capacité de faire le fil de soie ou le textile de soie.
Et là, ils sont, pareil, hein, reconnus pour les besoins dont ils sont porteurs pour faire telle tâche. Nous sommes dans la rémunération capitaliste. Mais il n'y a aucun droit qui institue cela. Le seul droit qui existe, c'est le droit commercial entre le donneur d'ordre et le marchandeur. Le Code du travail de 1910 interdit le marchandage. Encore une fois, c'est une grande victoire de la CGT qui se construit à Limoges en 1895, de la SFIO qui se construit en 1905. Là, on a les bras syndicaux et politiques du mouvement ouvrier qui aboutissent, dans une grande période de grande dynamique des travailleurs, aboutissent à ce Code du travail. Et ce Code du travail, en interdisant le marchandage, va instituer le travail, comme le dit très justement Claude Didry, et permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la création de l'emploi. C'est-à-dire que dans son conflit avec son employeur, dans leur conflit avec leur employeur, les ouvriers, les employés, les ingénieurs, qui étaient des mondes sociaux, mais entièrement isolés, différents, ont un statut commun d'employés de ce capitaliste qui enfin se découvre pour ce qu'il est, c'est-à-dire exploiteur. Et c'est dans ce cadre-là que le salaire va se construire sur un mode anticapitaliste, on va dire au départ, puis sur un mode communiste. Alors sur le mode anticapitaliste, c'est le salaire de la convention collective. Qu'est-ce que c'est que le salaire de la convention collective? Vous prenez tous les postes d'une même branche, hein, ça se négocie par branche d'activité. Ça apparaît en 1919. Toutes les branches, toutes les postes d'une même branche, quelle que soit l'activité de ces postes, quel que soit le travail concret qui s'y fait. Vous allez avoir, je sais pas quoi, une cariste, un hôte d'accueil, une comptable, qui vont être au même niveau de qualification. Ce n'est donc pas l'activité concrète qui est désignée par la qualification, pas du tout. C'est le métier. C'est pas davantage le métier. Les logiques de métier vont d'ailleurs progressivement se fondre les unes dans les autres avec une interdépendance et une interchangeabilité des travailleurs. Ce qui va définir la qualification, c'est la contribution du poste à la production de valeur, selon des critères négociés âprement entre les syndicats et les patrons. Donc là, vous avez cette déconnexion entre la tâche et la rémunération, dont on a vu les effets pendant le confinement, avec 84%, pour ceux qui étaient non plus payés à la tâche, comme dans le capitalisme, mais payés pour la qualification de leur poste. Encore une fois, c'est une victoire à moitié que le salaire à la qualification du poste, puisque c'est ce qui rend possible le chômage. Si je n'ai pas de poste, je n'ai pas de droits, puisque mes droits sont liés à mon poste. Donc, tout l'enjeu pour la CGT, ça a été de faire passer la qualification du poste à la personne. Et là, c'est l'étape suivante. Ce n'est pas... Mais c'est désigné comme tel, la personne? C'est le mot employé ou c'est vous qui l'employez? Ah ben aujourd'hui, la revendication de la CGT dans ce qu'on appelle le nouveau statut du travailleur salarié, et dans ce nouveau statut, ce que la CGT appelle la sécurité sociale professionnelle, c'est Maryse Dumas qui en avait en charge quand je faisais une recherche sur cette revendication de la CGT en 2007-2008 pour le ministère du Travail, a tenu au siège de Montreuil une réunion nationale où il a dit la qualification doit passer du poste à la personne. De sorte que entre deux emplois, les travailleurs conservent leur salaire, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'ils retrouvent un emploi au moins aussi qualifié. Alors, on reste dans l'emploi, c'est-à-dire que c'est le poste qui est le support de la qualification, mais entre deux emplois, c'est la personne qui est devenue le support de la qualification. Mais la CGT est allée beaucoup plus loin que ça, puisque dans le statut de la fonction publique, ce n'est pas le poste qui est qualifié. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de qualification ni de salaire. C'est la personne qui est qualifiée à travers le grade. C'est dans l'armée, c'est pour ça que le vocabulaire est militaire. Mais un fonctionnaire, il se définit par son grade, pas par son poste. Il est ouvrier d'État, il est ingénieur, je sais pas quoi, il est professeur agrégé. Enfin, il a un grade qu'il a obtenu par concours. Ce n'est pas du tout un diplôme qu'il a obtenu dans l'espace de l'éducation.
c'est un concours qui se passe dans l'espace du travail productif, justement. La qualification, elle ne renvoie pas du tout à la certification, hein, c'est deux choses très différentes. Elle ne renvoie pas au travail concret, elle renvoie au travail abstrait. Et la qualification de la personne, ça, c'est le salaire communiste, là. On est sorti de la définition du travailleur comme celui qui est travailleur à la mesure de l'activité socialement validée comme productive qu'il est en train de faire. On est dans le travailleur qui est reconnu en tant que personne, comme travailleuse, c'est-à-dire comme en responsabilité, en permanence, de produire la valeur, ce qui ne veut pas dire que cette responsabilité permanente s'exprime dans un travail permanent, productif. Hein. J'ai insisté à plusieurs reprises sur ce point. Hein. Mais là, nous sommes dans le salaire communiste. Le salaire communiste, qui est celui des fonctionnaires, mais qui a été étendu aux salariés à statut d'entreprise publique, hein, dans une vindicte patronale totale. Hein, avec le premier acte de Macron, c'était d'en finir avec le statut des cheminots. Alors, il y a le statut des cheminots, il y a le statut de l'EDF-GDF, il y a le statut de la RATP. Enfin, vous avez toute une série d'entreprises publiques dans lesquelles le salaire a été copié complètement sur la fonction publique. Vous avez également les retraités qui ont droit au salaire et non pas à la contrepartie de leur cotisation. Là, on revient à ce qu'on a abordé tout au début. Hein. Dans le régime général, dans le régime de fonction publique, les retraités ont droit non pas à la contrepartie de leur cotisation, aucun compte tenu des cotisations dans le calcul des pensions, aucun. Mais ils ont droit au maintien d'un salaire de référence. Et puis alors, dans des branches où le syndicalisme a été assez fort pour l'imposer, il y a ce qu'on appelle le droit à carrière, c'est-à-dire que dans ces branches-là, la métallurgie, la chimie par exemple, quand on change de poste, l'emploi donc reste la caractéristique, c'est-à-dire que c'est le poste qui est le support des droits, mais quand on change de poste, ça ne peut être dans la branche, y compris en changeant d'entreprise, mais dans la branche, ça ne peut être que pour un poste au moins aussi qualifié que le précédent. On ne peut pas baisser en qualification. Donc indirectement, nous sommes dans la qualification de la personne. Si on additionne les fonctionnaires, les salariés à statut, la moitié des retraités, à peu près, surtout les hommes, qui ont une pension, hein, qui est un salaire à la qualification personnelle, supérieur au SMIC et entre 75 et 100% de leur salaire de référence. Les travailleurs des branches à droit à carrière, on arrive à 17 millions de plus de 18 ans. Hein. Le tiers des plus de 18 ans aujourd'hui a un salaire à la qualification personnelle, peu ou prou. Et tout l'enjeu de classe, c'est de passer à 100%. Hein, c'est de passer à tout le monde à un salaire communiste, c'est-à-dire tout le monde de 18 ans à sa mort est reconnu dans sa capacité et sa responsabilité de produire de la valeur. Pas simplement dans son utilité sociale, mais aussi dans son statut de producteur. Je regarde mes jambes quand je dis ça parce que j'ai fait une conférence gesticulée où je visualise cette affaire en disant, voilà, j'ai deux jambes. J'ai une première jambe qui est mon travail concret, une deuxième jambe qui est mon travail abstrait. Et si on me dit, t'es plus actif, je suis amputé d'une jambe. Et alors le retraité dont on prétend qu'il est libre, en fait, il faut qu'il ait une canne parce et avec sa canne, son bras de travail prétendument libre, son droit de travail libre, sa jambe gauche, il a bien du mal quand même de la mouvoir correctement dès lors qu'il a une canne parce qu'il est amputé de la droite. Bon, c'est comme ça que je visualise la souveraineté sur le travail comme cœur du communisme.